Merci de nous choisir pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommet de cette édition, en prélude au débat d'orientation budgétaire pour la gestion 2026, les députés ont suivi un atelier d'information et d'appropriation du contenu des documents budgétaires. Le dit atelier est organisé par la Commission des finances avec l'appui technique de l'UNASEB. Plus de précisions dans ce journal. Le Conseil communal de Commet a tenu ce jeudi sa première séance de reddition de comptes de l'année 2025. L'occasion a permis de présenter les réalisations, de recueillir les préoccupations des citoyens et de renforcer la transparence dans la gouvernance locale. Au cœur de l'actualité internationale, un collectif originaire de la région du sud du Cameroun a lancé un appel à leurs concitoyens. Dans une déclaration publiée ce jeudi, ils invitent la population de la région à une prise de conscience et à un choix électoral. Dans une volonté d'améliorer la qualité de leur intervention, lors du débat d'orientation budgétaire, les députés de la 9e législature ont pris part à un atelier d'information et de maîtrise des documents de programmation budgétaire et économique pluriannuelle et de programmation des dépenses pour la période 2026-2028. À l'ouverture des travaux, le président de la Commission des finances et des échanges, l'honorable Gérard Benochi, a planté le décor suivant un extrait de ses propos. Il ne saurait donc y avoir de contributions parlementaires pertinentes sans une compréhension approfondie et rigoureuse des documents budgétaires qui nous sont soumis. Le DPBEP et le DPPD ne sont pas de simples instruments techniques. Ce sont des boussoles stratégiques qui tracent la trajectoire de nos politiques publiques et conditionnent pour une large part la vie quotidienne de nos concitoyens. Le débat d'orientation budgétaire, s'il n'est suffisamment préparé, se réduit à une simple formalité. Mais bien maîtrisé, il devient un levier puissant d'influence, un instrument stratégique de pilotage de l'action publique et un vecteur de justice sociale. Il ne s'agit pas ici d'un exercice théorique, mais de notre pouvoir réel de questionner les choix gouvernementaux, d'interpeller l'exécutif, de réorienter les priorités nationales et d'assurer que chaque franc du contribuable béninois soit utilisé à bon escient avec efficacité et équité. C'est tout le sens de cet atelier, conçu comme une plateforme technique d'appropriation, d'échange et de montée en compétences en amont du débat d'orientation budgétaire pour la gestion 2026. À l'issue de cette rencontre, les résultats suivants sont attendus. Une meilleure connaissance par les députés de l'évolution de la situation économique et financière du pays au cours des 3 dernières années. Une appropriation claire des perspectives économiques et budgétaires sur l'horizon 2026-2028. Une assimilation effective du contenu des DPPD 2026-2028, des ministères sectoriels et enfin une compréhension renforcée du rôle du Conseil économique et social dans le cadre du débat d'orientation budgétaire. Conformément aux tests qui régissent la décentralisation en République du Bénin, le Conseil communal de Commet a sacrifié ce jeudi à la traditionnelle séance de reddition de comptes, la première, au titre de l'année 2025 face aux populations conviées pour la circonstance dans les locaux du siège de l'arrondissement de Oumako. Les échanges ont eu lieu autour du thème gestion foncière, bilan des travaux de lotissement réalisés durant les années 2023-2025. Raphaël Sourin et Innocence Ocpon pour les détails. Cette séance publique de reddition de comptes est la première de l'année pour le Conseil communal de Commet. Elle porte sur le foncier, un sujet d'intérêt majeur.
L'équipe municipale que j'ai l'honneur de diriger a placé la question foncière au rang de ses priorités stratégiques. Ainsi, entre 2023 et 2025, des efforts notables ont été déployés en matière de lotissement et de remembrement foncier. Et pour en savoir davantage sur ces efforts, la population de Komé est conviée à cette rencontre tenue dans les locaux du siège de l'arrondissement de Oumakor. Le thème en débat est intitulé « La gestion foncière, bilan des travaux de lotissement réalisés durant les années 2023-2025 ». Occasion pour les cadres techniques en charge des affaires domaniales de dresser l'état des lieux des lotissements dans la commune de Komé. Sur 32 lotissements, nous avons 10 qui ont été autorisés à être poursuivis et à clôturer. Et de nos jours, nous avons 8 qui sont vraiment actifs où nous avons considérablement évolué. De façon globale, nous avons plus de 5000 parcelles recasées de 2023 à nos jours. Les difficultés que nous avons, c'est les grands propriétaires terriens. Quelqu'un qui a 10 hectares, 20 hectares, qui n'a pas les moyens pour se faire recaser. Et quand on applique le coefficient de réduction, nous avons la partie qui le revient et il y a une partie où il faut recaser les sinistrés. Ces gros propriétaires n'ayant pas les moyens pour se faire recaser, quand on amène les sinistrés, ils s'opposent. Tout ça, ça nous fait perdre du temps. À la population, je leur dis que nous sommes des partenaires, nous travaillons pour elle, nous sommes là pour la servir. Donc qu'elle soit patiente, qu'elle nous permette de faire un travail et qu'on ne va pas remettre en cause après. Le sujet a suscité un regain d'intérêt pour les participants qui ne sont pas restés sans voix. Face à leurs différentes préoccupations, des clarifications sont apportées, suivies de recommandations pour une sécurité foncière assurée. Que de fois, les gens sont portés vers moi pour se plaindre. Donc de plusieurs manières. Et bon, il est vrai, chacun est fort dans son domaine. Moi, je suis à la tête de l'arrondissement, mais je ne suis pas assez renseigné pour satisfaire leurs préoccupations. Si bien que tout ce qui s'est passé aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui est vraiment très comblé, c'est bien ma modeste personne. Je lance un appel vibrant à toute la population de la commune de Komé. S'ils ont un problème en matière des affaires domaniales, de se rapprocher de la mairie de Komé, de ne pas avoir peur. La commune nous appartient tous. Ils n'ont qu'à venir nous dire tout ce qu'ils veulent dans leur cœur. Nous sommes là pour les aider. En tout cas, je sais que le SE, sa porte est ouverte à tout le monde. Mon cabinet aussi est là. Les membres du cabinet sont là. Ils vont les aider pour pouvoir régler les problèmes. Nous sommes là, nous sommes disponibles à les accompagner. Le jeu en valait la chandelle. Au travers de cette séance, les inquiétudes ainsi que les doutes des uns et des autres quant à la situation relative à leur terre ont été dissipés. Avant de s'engager dans le mariage, il est essentiel de prendre en compte tous les aspects de la vie à deux, y compris la santé. Les examens prénuptiaux jouent un rôle clé dans la prévention de certaines maladies transmissibles ou héréditaires. Ils permettent aux futurs époux d'aborder leur union en toute connaissance de cause, avec la responsabilité pour assurer le bien-être du couple et celui des futurs enfants. Suivons le reportage. Se marier est un moment important dans la vie de nombreux couples. Cependant, avant de se plonger dans les festivités nuptiales, il est crucial d'envisager une étape importante, les examens prénuptiaux. Ils sont une série de tests médicaux que les futurs mariés effectuent avant le mariage. Ils visent principalement à détecter d'éventuelles maladies transmissibles comme le VIH ou l'hépatite, ainsi qu'à évaluer la santé reproductive des deux partenaires. On fait les examens prénuptiaux, c'est des examens qu'on fait pour que lorsqu'on se met en couple, qu'on n'ait pas de problème. Parce que se mettre en couple veut dire qu'on va avoir des rapprochements sexuels, on va avoir des enfants, surtout en Afrique. Donc, pour prévenir, pour ne pas avoir des problèmes, parce que quand vous mettez ensemble, pour ne pas courir des risques d'avoir des maladies ou de ne pas pouvoir avoir des enfants. On examine, il y a, je vais dire, 3 étapes.
première étape, c'est une consultation qu'on fait. Et la consultation, ça permet, donc, il y a l'interrogatoire, on va interroger chaque élément du couple. Ça permet de connaître le profil de la personne. Deuxièmement, on va passer à l'examen clinique. Puisque c'est l'examen prénuptial qu'on examine, on va faire l'examen gynécologique pour voir si les organes génitaux sont bien en forme. Il y a les seins, les organes génitaux masculins ou féminins, que tout est en forme. Donc chez l'homme, on l'examine pour voir, et la femme aussi, on l'examine. L'examen clinique. Et après, on va passer aux examens complémentaires. Là, on va demander des tests, des prises de sang. Dans les prises de sang, on va explorer, on va voir si les deux peuvent être compatibles. Des prises de sang, à savoir la détermination des additionnines irrégulières. On va voir la forme de l'hémoglobine pour savoir si les deux ont des hémoglobines compatibles ou des groupes sanguins compatibles. En dehors de ces tests cliniques, on va demander des analyses pour chercher des infections, pour voir si l'un l'autre n'a pas d'infection et s'il n'y a pas de risque de se contaminer. Il y a certains examens qu'on fait, certaines maladies qu'on explore systématiquement, la syphilis, le VIH et les infections sexuellement transmissibles. Et puis, il y a aussi l'hépatite B et C. Voilà les infections que l'on explore dans les analyses. Se soucier de son bien-être avant le mariage n'est pas seulement une démarche responsable, mais également un cadeau que chaque couple se fait à lui-même. En prenant le temps d'effectuer ces tests, les futurs mariés s'assurent du bien-être de leur famille. Lorsque vous vous mettez ensemble, le système immunitaire est tel que, sur le plan immunologique, quand vous prenez le groupe sanguin, il y a le facteur Rhésus, par exemple. Le Rhésus, quand la femme est de Rhésus négatif, l'homme est de Rhésus négatif, de Rhésus positif, il peut y avoir des problèmes immunologiques. C'est-à-dire, sur le plan immunologique, les deux Rhésus qui sont opposés, ça va donner des anomalies et des problèmes. Ça va créer des problèmes chez l'enfant qui va être chez cette femme-là. Donc, le bébé va courir des risques. Et là, quand on sait déjà qu'il y a ce problème de Rhésus, ça va nous amener à savoir que quand il va y avoir des grossesses, on peut prendre des précautions. Donc c'est important de connaître. Si vous savez que votre partenaire c'est positif, vous avez le choix. Vous allez savoir que voilà ce qui vous attend. Si vous êtes prêt, vous y allez. En fait, tous ces examens-là permettent de savoir est-ce que c'est bon fait. Et on est en sécurité pour vivre ensemble. Les examens prénuptiaux ne sont pas seulement une formalité, mais une étape essentielle qui permet au couple de construire des fondations solides pour leur vie commune. En interactualité au Cameroun, des élites du sud du pays, la région d'origine du président Paul Biya appelle à tourner la page des 43 ans de pouvoir de celui qui est présenté comme le frère. Dans une lettre ouverte diffusée dans la presse et les réseaux sociaux, les signataires appellent à sanctionner dans les urnes en octobre prochain le long règne d'un des leurs, mais qui, de leur constat, n'a rien apporté à leur région. Le reportage. Entre Paul Biya et le Sud Cameroun, le courant ne passe plus. Des cadres de la région ont appelé dans une lettre ouverte à sanctionner dans les urnes le président camerounais lors du scrutin d'octobre 2025. Paul Biya, au pouvoir depuis 43 ans, est accusé de n'avoir rien apporté au Sud Cameroun dont il est originaire. Chômage, réseau routier et absence d'électricité. Tout est en berne dans la zone selon ses détracteurs. Mais pas seulement, le chef de l'État est également critiqué pour avoir rompu les liens avec son département d'origine. Selon les auteurs de la lettre, ils ne se souviennent plus de la dernière visite de Paul Biya dans le Sud. Une indifférence perçue comme une forme d'ingratitude alors que le locataire du palais d'Etoudi a toujours remporté tous les votes.
de cette partie du pays. La formation politique de Paul Biya n'a pas encore répondu à cette déclaration que certains semblent considérer déjà comme une surenchère électorale. Je suis d'autant plus ému d'avoir à prendre la parole. En RDC, l'opposant Jean-Marc Kabound, ancien chef du parti présidentiel UDPS, trace sa voie. Libéré il y a 4 mois après avoir purgé une partie de sa peine de prison, il a signé sa rentrée politique en lançant la coalition de la gauche congolaise ce mercredi à Kinshasa, une plateforme des micro-partis et mouvements d'opposition avec pour but principal de signer la rupture avec le système politique en place. Suivons. Passé par la case prison, Jean-Marc Kabound, l'ancien chef de l'UDPS en RDC, multiplie les piques contre son ex-bras droit, Félix Tshisekedi. Mercredi à Kinshasa, il a officialisé un mouvement politique baptisé la coalition de la gauche congolaise qui se veut de rupture avec la politique du président actuel. Il prône une gouvernance à visage social. Selon lui, les pratiques politiques observées dans le pays ont été incapables d'assurer au peuple congolais une meilleure justice sociale ou encore son bien-être. L'opposant issu du parti de l'Union pour la démocratie et le progrès social se présente comme le digne héritier d'Étienne Tshisekedi, opposant historique de l'époque Mobutu. Cette coalition compte à l'heure actuelle 10 partis politiques, 40 ONG et associations de la société civile. Jean-Marc Kabound est sorti de prison le 21 février dernier après 30 mois d'incarcération. La justice kenyane a condamné ce jeudi à 30 ans de prison 2 hommes reconnus coupables de complicité dans l'attentat du 15 janvier 2019. Cette attaque revendiquée par les islamistes Shebab affiliés à Al-Qaïda avait coûté la vie à au moins 21 personnes, dont un Américain, et fait de nombreux blessés. Le reportage. 2 hommes ont été condamnés jeudi à 30 ans de prison pour avoir facilité l'attentat du complexe hôtelier Duset Ditu à Nairobi en 2019. 21 personnes avaient été tuées dans cette attaque revendiquée par le groupe islamiste Al-Shabaab. Le tribunal a établi que les 2 accusés, Hussein Mohamed Abdi Ali et Mohamed Abdi Ali, tous 2 Kenyans, avaient envoyé de l'argent aux terroristes et fourni de faux papiers d'identité. L'enquête terroriste qui a duré 6 ans a permis de remonter toute la chaîne, allant des assaillants aux financiers. Al-Shabaab avait visé le Kenya en représailles à la présence de ses troupes en Somalie depuis 2011. Quelques mois seulement après l'attaque, les 2 hommes avaient été reconnus coupables de collusion avec les auteurs de l'attentat. Cette attaque contre le complexe hôtelier s'inscrit dans une série d'attentats sanglants survenus au Kenya, dont Westgate en 2013 et l'université de Garissa en 2015. Au 8e jour du conflit entre Israël et l'Iran, les échanges de frappes se poursuivent entre les 2 États ennemis. Ce vendredi, Téhéran a lancé une nouvelle attaque sur le sud d'Israël. Le jeudi, au moins 240 personnes ont été blessées dans des attaques iraniennes. C'est après moi. Un nuage de fumée noire s'élève d'un bâtiment tôt ce vendredi matin, entraînant l'intervention des secours en Israël. L'Iran a lancé une nouvelle attaque sur le sud de l'État hébreu. Par crainte des attaques, des centaines de personnes passent désormais la nuit dans des gares souterraines près de Tel Aviv, la capitale. Nous sommes ici parce que nous avons très peur des missiles car ils sont très puissants. Ce n'était pas le cas auparavant, mais la situation n'est pas bonne car les missiles sont très puissants. C'est un problème, c'est très difficile et c'est pourquoi nous dormons ici. Mais alors que les missiles iraniens parviennent à contourner les défenses israéliennes, des alertes aériennes dans le pays obligent à se retrouver dans ces endroits de fortune. Malheureusement, après l'attentat de Petah Tikva,
où des personnes ont été blessées même à l'intérieur de la salle sécurisée. J'ai décidé de dormir ici. J'espère que ce sera court et rapide. Mais si je dois passer une semaine de ma vie dans une gare pour que tout soit plus sûr, je suis prêt à le faire. Une semaine ou peut-être plus alors que la désescalade n'est toujours pas d'actualité. Mais Donald Trump considère qu'il y a encore une chance substantielle que les négociations permettent de répondre aux exigences américaines et israéliennes concernant le programme nucléaire iranien. Ici s'arrête ce journal. Merci pour votre aimable attention. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.